coming from me. Eh bien ça y est, nous avons la première vraie plantade de James Wan. Ce film est objectivement ce qu'on peut appeler un nanar. C'est assez ridicule, c'est prévisible au possible. J'avais vu venir le retournement de mon analyse du trailer. C'est rempli de one-liners dégueulasses. Non, c'est un échec. Je suis navré, James Wan, c'est un échec. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous avez vu, je l'ai aussi en noir. J'ai pas souvent l'occasion de la sortir, mais voilà, j'ai aussi une perruque noire si je veux m'amuser de temps en temps. Il va être question dans ce film de Malignant, ou comme aiment le dire tous les Français qui lisent le titre à la française, Malignan 1515. Par rapport à la bataille de Marignan, tout le bordel. C'est un film dans lequel une jeune femme, Madison, est soumise à des visions dans lesquelles elle voit une entité maléfique assassiner des gens et elle voudrait que ça s'arrête et donc elle va prendre contact avec la police et puis il va y avoir toute une enquête pour savoir pourquoi est-ce qu'elle voit ces visions, pourquoi est-ce qu'elle a tout, etc., etc. Et je vais faire une section spoiler un peu plus tard dans la vidéo pour l'aborder, mais c'est tellement évident la résolution de ce mystère que tu te demandes vraiment pourquoi en faire un mystère, quoi. Et en tant que film d'horreur, je suis navré, mais c'est quand même pas terrible, parce que j'avais dit dans ma réaction au trailer que c'était pas une super idée d'avoir cette idée de projection de quelqu'un devant des meurtres, parce que du coup t'avais pas peur pour la personne, parce que tu savais qu'elle était en sûreté, elle allait pas se faire attaquer par la personne vu qu'elle était juste en projection. C'est pas exactement ce que je pensais à la base, c'est pas exactement les yeux de Laura Mars, je crois que ça s'appelait, je m'étais gouré dans ma réaction, j'avais dit les yeux de Julia, c'est les yeux de Laura Mars, qui était un film de Irving Kershner, d'ailleurs, ce mec qui avait fait Star Wars 5, je pensais que ce serait plus proche de ce film-là, et en fait, non, c'est un tout petit peu différent. Mais même en dehors de ça, le film ne fait pas peur. C'est-à-dire qu'il y a quelques petits passages un peu jumpscare, avec une forme qui débarque d'un seul coup derrière le cadre, ou au premier plan, ou un truc dans ce genre-là, avec des mouvements assez brusques, où on le voit immobile, et puis d'un seul coup, il y a un mouvement très brusque, etc., pour essayer de te surprendre un petit peu. Parfois avec des petits cris au-dessus, des trucs dans ce genre-là, donc c'est pas la meilleure gestion de l'horreur qu'a pu faire James Wan, qui est quand même censé être un pro de la gestion de l'horreur, essayer de détourner ton attention, essayer de préparer à voir quelque chose, arriver quelque part, et d'un seul coup te le faire sortir d'ailleurs, etc. C'était un mec qui était quand même très doué pour ça, et là, dans ce film-là, genre, niet, nada, et même les meurtres sont assez chiants finalement, parce que la plupart sont passés sous silence, la plupart sont passés en jump cut. C'est-à-dire que tu vois le personnage arriver, limite, vous savez, limite le truc de slasher un peu pourri, vous voyez le mec arriver en ombre, vous le voyez sortir son couteau, et d'un seul coup, pof, ça cut, et vous arrivez à une scène après, c'est « Ah bah dis donc, il y a eu encore un mort, etc. » Tu fais « Mais montrez-le !» Enfin, ça censé être le principe du film d'horreur, de nous foutre un peu en angoisse, en horreur, de nous montrer des choses insoutenables, etc. Il y a un ou deux meurtres où tu vois un petit peu plus de ce qui se passe, avec quelques coups de couteau, avec quelques trucs un petit peu sanguinolents, mais franchement, ça passe assez rapidement, ça insiste pas beaucoup dessus. Pour le mec qui a créé la saga Saw, quand même, c'est un peu pas terrible. Et au niveau du démon et de la créature, il y a vraiment un côté un petit peu kitsch. Il a toujours frôlé un peu le kitsch et le nanar avec ces créatures, enfin ces dizaines de créatures dans Insidious ou dans Conjuring, qui font un petit peu le côté le costumé, quoi, les personnes qui sont avec un petit peu de fard blanc sur le visage, et c'est censé en faire des démons et des fantômes et des machins dans ce genre-là. Et il y a toujours eu un côté comme ça, limite ringard, mais en même temps, le maquillage était suffisamment bien foutu, généralement, pour te foutre les boules et te donner quelque chose d'assez angoissant. Là, c'est tellement grotesque que franchement, ça donne juste envie de rigoler, en fait. Même si le design n'est pas totalement idiot et nul, il y a quelques petites bonnes idées, mais je pourrais vraiment l'aborder quand on sera dans la section spoiler. Mais franchement, c'est ni sa meilleure créature, ni ses meilleures scènes de meurtre, ni ses meilleures scènes d'angoisse, surtout pas son meilleur scénario. C'est marrant parce qu'en plus, comme c'est son premier film avec une femme dans le rôle principal, je crois qu'il a voulu aller chercher du coup des femmes pour écrire le scénario. Le scénario est écrit par une nana qui s'appelle Akilah Cooper, et une autre qui s'appelle Ingrid Bissou, qui est aussi une des actrices qui joue dans le film. Franchement, t'as l'impression qu'elles viennent de sortir de l'école, quoi. C'est assez poétique. Et t'as l'impression qu'il a pas osé du coup les contredire et leur dire que leur scénario était mauvais parce qu'il a eu peur de se faire accuser d'être un gros misogyne. Mais franchement, c'est très très mal écrit, quoi. T'as des one-liners ridicules, genre, t'as une médecin qui débarque et qui fait « Il est temps de couper ce cancer. Je pensais que nous pourrions l'aider. » C'est ce genre d'espèce de grandes phrases toutes faites. Et il y a tellement de phrases comme ça qui sont assez ridicules. T'as un moment où on fait de l'hypnose régressive au personnage de Madison pour qu'elle essaye de comprendre son lien, du coup, avec cette créature. C'est genre vraiment, elle se réveille de son cauchemar, et c'est genre « Ça y est, j'ai compris. » Et elle te sort une diatribe de 10 minutes pour t'expliquer exactement tout ce qu'il y a eu dans son enfance, etc. Genre, tout lui est revenu d'un coup sec dans la tête après une seule séance d'hypnose régressive et tout. T'as des trucs comme ça qui sont vraiment assez ridicules dans l'écriture. La flic noire qui roule un peu des mécaniques et qui est genre poker face pendant tout le truc.
qui te sort ça fait déjà 2 jours ou 3 jours que la nana est en train de leur dire j'ai des visions, je vois, j'ai un contact avec cette personne qui essaie de les tuer, etc. Et au bout de 3 ou 4 scènes, t'as la meuf qui lui sort. Et donc vous pensez que l'assassin est votre ancien ami imaginaire, et tu fais, ça fait plusieurs scènes qu'on essaie de te le dire, et pourquoi est-ce que tu te sors comme ça, et d'un seul coup, et maintenant, et de ce ton-là, et avec cette... j'ai trouvé que vraiment l'écriture était pitoyable, le degré zéro de l'écriture de scénario, et vraiment ça aide pas le film, quoi. Ce qui sauverait le film, avant d'arriver du coup à la section spoiler, ce qui sauverait le film, c'est que le film est extrêmement bien tourné. Les plans sont absolument magnifiques, et en bonne partie parce que il essaye de faire un hommage à Alfred Hitchcock. Je l'avais déjà vu en partie dans la bande-annonce avec le plan sur le ventilateur qui tourne, avec la caméra qui elle aussi tourne sur elle-même, qui était une allusion au plan après la mort de Marion Crane dans Psychose, avec la caméra qui sort en tournant de l'œil. J'ai fait un vlog sur Psychose récemment, si vous avez envie d'aller le voir. Tu sens vraiment qu'il a essayé de lui rendre hommage. Notamment, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent des films de Hitchcock. Déjà, donc, ce plan sur le truc qui tournoie. Faudrait que je vérifie, mais je suis pas sûr que dans le film, ce soit après un meurtre ou un truc dans ce genre-là. Donc, ça a même pas vraiment d'intérêt, c'est juste genre une référence pour la référence. Mais t'as beaucoup de références. T'as aussi un personnage qui est poignardé dans une douche. Alors, la scène elle-même est pas montrée parce qu'il a pas voulu pousser l'hommage jusque-là, mais enfin, tu vois très clairement qu'il y a une allusion à ça, quoi. Il y a une grande salle de bain avec un grand rideau transparent, et quand tu arrives dans le plan d'après, il y a du sang partout, etc. Ça fait vraiment le meurtre dans Psychose, quoi. T'as la maison dans laquelle vit le personnage principal, qui est une sorte de maison à la Psychose, quoi, qui ressemble un peu à ce genre de maison un peu tout en hauteur, un peu style manoir hanté, etc. T'as une prépondérance de la lumière rouge pour indiquer le danger, ce qui est quelque chose qu'il a travaillé notamment par exemple dans Sueur froide. Les couleurs en général dans la journée sont très désaturées, il y a généralement très peu de présence de couleurs chaudes notamment, mais il y a très peu de couleurs en général dans la journée, c'est très gris, un peu limite un peu sépia, pour avoir un tout petit peu de couleur, mais pas trop quand même. Il y a que pendant la nuit que t'as des lumières qui sont du coup assez bleues, et pendant les scènes de crime où t'as des lumières qui sont assez rouges pour te mettre un peu en angoisse, et sinon le reste du film c'est très désaturé. Il y a un gros travail de la lumière rouge, il y a toute une scène d'horreur où les personnages sont éclairés au fond par une lumière rouge, et donc il y a toute une silhouette rouge qui se détourne autour des personnages, qui détourne les personnages, qui est du coup assez cool, assez classe. C'est pas le genre de découpage en silhouette qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des films d'horreur. Il y a un personnage secondaire ou tertiaire, et je crois d'ailleurs que c'est Ingrid Bissou, qui c'est une des actrices autrices du scénario, qu'on appelle Miss Lonely Hearts dans le film. Et Miss Lonely Hearts, c'est un des personnages dans Fenêtre sur cour, Rear Window en version originale, qui est ce personnage de femme seule qui est, c'est pour ça qu'on l'appelle Lonely Hearts, cœur solitaire, que le mec regarde toujours être en train de dîner seul à sa table, un personnage qui est assez touchant. Et là, t'as une petite référence comme ça, t'as un personnage qui débarque, qui est en fait constamment solitaire et qui drague un petit peu là des flics, qui s'appelle... il a un nom qui est Kekoa, et il est très mignon, donc évidemment, à chaque fois qu'il est là, il est en train de le regarder, en train de battre des cils, etc., il est en train de faire des petites allusions, genre, en plein milieu d'une scène de crime, où il dit que je voudrais bien trouver l'autre moitié, en disant l'autre moitié d'une arme, et t'as la nana qui est là, ah, on aimerait tous trouver notre moitié. Tu fais genre, c'est quoi ce texte ridicule? Et donc voilà, ça a aussi une allusion au cinéma de Hitchcock, mais t'as surtout un énorme travail au niveau de la caméra qui essaye d'émuler le travail de la caméra d'Hitchcock. La caméra est très souvent en mouvement, et très souvent des mouvements qui ont du sens. Elle va souvent essayer d'avoir des angles qui sont un petit peu étranges et qui vont te mettre un petit peu mal à l'aise. Il y a un plan sur la maison, un plan en grue, un petit peu débulé, qui donne un aspect un peu dérangeant au plan, parce que tu sens qu'il y a un truc qui est décalé, quoi, sur le plan, qui est un peu étrange. Des focales courtes pendant absolument tout le film, ce qui fait que toutes les distances sont extrêmement exagérées. Dès que la caméra est un petit peu en hauteur, t'as l'impression que tout est ultra plongeant et tout, donc en principe, ça peut te mettre un petit peu en angoisse. Et il utilise ce grand angle, du coup, pour faire tout un tas de plans qui sont extrêmement larges, extrêmement vastes. Tu prends absolument tout le salon en un seul plan. Tu vois la porte de la cuisine qui est à côté, la porte d'entrée de l'autre côté. Tout un tas de plans avec des travelling rotatifs de la caméra qui, du coup, appuient bien les environnements. T'as un plan pour faire une ellipse d'un moment à l'autre de la journée où t'as la caméra qui est en train de faire un travelling arrière, reculer en filmant la maison en pleine nuit, et d'un seul coup, t'as un cut et le mouvement s'arrête et tu passes en plein jour. Une coupure assez brusque et nette, j'allais dire bresque, pour mélanger brut et net, d'ambiance entre les deux moments différents de la journée, pour bien te montrer que la scène d'horreur s'est terminée et que t'es passé à autre chose. Il y a énormément de plans en grue. Il y a un moment où il y a le mari de cette nana qui est allongé sur son canapé, la caméra avance et se place en plan grue zénital au-dessus du canapé, qui va parfaitement prendre le canapé dans le cinémascope, et te montrer du coup avec ce plan zénital qu'il y a un danger qui plane au-dessus de ce mec. Des plans zénitaux d'ailleurs, il y en a à tire-larigot, il y a même un plan zénital sur un mixeur qui à mon sens sert pas à grand chose. Il y en a un très beau d'ailleurs qui suit la nana depuis l'étage du bas jusqu'au premier étage pour aller se cacher et s'enfermer dans une chambre. Et le plan, je suppose qu'ils ont construit toute la maison du coup dans un studio en hauteur, et donc sans plafond, il peut te mettre la caméra complètement au-dessus du truc,
et tu peux suivre le personnage vraiment en train de courir de la cuisine jusqu'au salon, arriver dans l'escalier, la récupérer à l'escalier qui arrive au premier étage, la montrer en train de se cacher dans la chambre, etc. Tout ça avec le même plan au zénithal, et avec du coup cette focale extrêmement courte qui agrandit les distances. T'as vraiment l'impression genre que tu filmes une maison de poupée, tu retranscris la fragilité du personnage qui est menacé. Il y a quelque chose qui est assez fascinant là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais il a fait comme Zemeckis, en voulant essayer d'imaginer quel genre de plan ferait Hitchcock aujourd'hui, avec la technologie moderne par exemple. Ils adorent cette idée que Hitchcock ferait des caméras qui passent à travers les murs et qui rendent les murs transparents. J'arrive pas trop à comprendre comment est-ce qu'ils analysent le cinéma de Hitchcock pour ressortir ce truc-là, mais on doit le faire en faisant des références à Hitchcock comme ça. Du coup, t'as tout un plan où elle est allongée sur un lit, à plus pouvoir bouger, avec la créature qui arrive au-dessus d'elle et tout, avec les cheveux qui lui glissent sur le visage, tout le bordel. Et t'as un plan qui est sous le matelas, où tu vois l'oreiller qui est appuyé, elle qui est en train de dépasser de l'oreiller et qui peut plus bouger, quoi. Et du coup, t'as la caméra qui est très en intimité avec elle, qui suit vraiment un regard un peu étrange, inquiétant, etc. T'as aussi un autre plan qui me semble être une tentative de faire du Hitchcock moderne, où en fait, dans le même panoramique, en mouvement du coup, tu vois le personnage à deux endroits différents, à vraiment une petite frame d'intervalle, c'est-à-dire que tu vois, t'as un plan où t'as la cuisine d'un côté et puis un grand couloir de l'autre, tu la vois partir de la cuisine sur le bord gauche du cadre, et d'un seul coup elle va arriver dans le bord droit du cadre et longer un couloir pour aller fermer une autre porte. Le cut dans le mouvement du plan est tellement rapide que tu dis c'est pas possible, elle s'est téléportée quoi pour aller d'un endroit à l'autre, et c'est pour te montrer du coup à quel point elle est stressée, à quel point elle est en angoisse, à quel point elle agit vite pour essayer de tout fermer dans la pièce. Donc il y a quelque chose qui est vachement intéressant au niveau des plans. T'as aussi un très bel usage de la steadicam à certains moments pour figurer le point de vue de cette entité démoniaque, et donc du coup t'as une caméra qui flotte véritablement et qui va, grâce au grand angle, te proposer un angle et un déplacement de caméra qui est extrêmement étrange, extrêmement malaisant, où il va vraiment partir du sous-sol, arriver, monter l'escalier derrière la nana, essayer de la suivre dans les couloirs, etc. Et t'as vraiment quelque chose d'assez dérangeant dans ce point de vue, et, parce que la caméra semble être un point de vue subjectif. Tu vois clairement qu'il y a une intention dans le déplacement de la caméra, que c'est pas juste une caméra qui filme, tu sens que c'est à l'intérieur de la tête de quelque chose ou de quelqu'un, et en même temps tu vois qu'il y a quelque chose d'inhumain dans la largeur du champ de vision du personnage qui vraiment voit très très loin et qui déforme un petit peu du coup les distances à nouveau avec ses focales courtes. Donc tu sens qu'il y a quelque chose d'assez malaisant, un regard assez étrange sur ce personnage, qui du coup est aussi censé te mettre un petit peu en angoisse quoi. Et puis il y a tout un tas de plans qui sont assez intéressants autour des meurtres du coup commis par cette entité. La première fois que tu vois la victime, son visage est souvent recadré dans quelque chose et t'as vraiment l'impression du coup que c'est la cible, qu'elle est visée par l'entité. T'as un plan extérieur sur sa maison avec elle a des fenêtres avec tout un tas de petits carreaux qui redécoupent tout le truc, et genre son visage est parfaitement contenu dans un des petits carreaux, il y a pas une main qui dépasse à côté, il y a rien de visible dans le reste du truc, t'as vraiment juste un petit carreau dans lequel tu vois sa tête et c'est le seul truc du personnage que tu vois. Et donc t'as vraiment le côté focaliser ton regard sur ce truc, elle est la cible au bout de ton viseur carrément. Il y a un autre plan comme ça avec un cercle qui est là autour du visage, qui fait peut-être un petit peu comique, un petit peu ridicule à ce moment-là, mais ça passe. Il y a aussi ce travail ultra intéressant quand ce personnage est en train d'essayer de s'échapper, où elle est en train de ramper par terre, et t'as vraiment l'impression que le personnage rampe sur le cadre, sur le bord du cadre, t'as l'impression qu'elle essaie de sortir du film presque pour échapper à son sort et échapper à son destin funeste. Donc t'as quelque chose qui est vachement intéressant dans cette façon de cadrer du coup le personnage. T'as tout un plan séquence qui est assez parfaitement géré où la créature tue plusieurs personnes d'affilée. Et t'as vraiment la caméra qui doit avancer, faire des panoramiques, filmer un autre truc, etc. Il y a une succession de mouvements extrêmement complexes dans cette séquence, mais parfaitement cadré, parfaitement géré à chaque fois. Le grand angle aide à avoir tout ce qu'il faut dans le cadre, mais en même temps ça aide à rendre aussi la précision des mouvements et le côté un peu étrange et fantomatique. Je me suis demandé à un moment si c'était pas un plan qui était fait en effets spéciaux, tellement c'était particulier comme truc. C'est pas impossible, mais je pense quand même que c'était plutôt du plan réel. Et puis enfin, t'as un mouvement de caméra, un panneau travelling ou un mouvement steadicam, même caméra beaucoup plus libre, qui est assez bien foutu pour te révéler du coup l'explication finale par rapport à cette entité maléfique, ce Gabriel comme elle l'appelle. Et même si tu vois venir à fond la réponse par rapport à ce truc-là, le plan, lui, est assez magnifique et assez bien foutu. Est-ce que je passe maintenant au spoiler, parce que je suis sur la créature? Vite fait, il y a quelques petits trucs qui m'ont fait marrer au niveau du scénario et de la mise en scène. J'aime beaucoup le fait que la meuf est jamais révélée à sa sœur, et les parents n'ont jamais révélé à sa sœur qu'elle a été adoptée. Généralement, c'est plutôt à l'enfant adopté qu'on cache qu'il a été adopté, c'est pas aux autres enfants de la famille. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu particulier comme truc. Et cette sœur, du coup, va se mettre en quête d'essayer d'avoir des réponses par rapport à ce qui arrive à sa sœur. Elle se rend dans un lieu qui est juste au bord d'une falaise, et j'adore parce que la meuf gare sa voiture, genre, à 10 cm du bord de la falaise, du bord du précipice. Tu fais genre, meuf, tu cherches la merde, quoi. Vraiment, y a pas d'autre explication, tu cherches la merde. En plus, elle est mal polie, elle dit même pas au revoir aux gens. Il y a une nana qui lui dit non, je suis désolé, j'ai pas eu d'informations. La meuf raccroche immédiatement, tu pourras dire au revoir, connasse. Donc, je sais pas, elle a eu quelques petits comportements que je trouvais un peu rigolo. Il y a un seul petit truc que j'ai trouvé mal foutu au niveau des plans, c'est que il y a un moment où on filme une télévision qui est en train de projeter du coup des choses dans un salon obscur, et donc il y a que la télé qui émet de la lumière.
Et il faut qu'ils arrêtent de n'incruster les images dans les télévisions qu'en post-production, de filmer un écran bleu ou un écran vert pendant le tournage, ou même juste un écran lumineux, et ensuite de faire un détourage et d'intégrer l'image dedans, parce que tu vois que l'image de la télévision ne colle pas à la lumière qui sort de l'écran de télé en fait. Tu vois que ça change pas d'intensité par rapport à l'intensité de l'image qui est projetée dedans, et tu vois qu'il y a une incrustation qui est dégueulasse, quoi, et qui est moche dans le truc. D'ailleurs, tout le générique est avec des petits parasites de VHS un peu partout. Et tu te dis, c'est pas spécialement utile. Il y a effectivement un moment dans le film où on va regarder des VHS pour avoir des infos sur le passé du personnage. Mais enfin, c'est pas non plus le truc le plus important du film, quoi. Donc, je vois pas l'intérêt de marquer à ce point. Tous les logos au début du film sont tous recouverts de neige, VHS et tout dans ce genre-là. Tu fais, ouais, c'est pas sûr que le lien soit si important et énorme pour en faire tout un thème dans le générique, quoi. Et puis finir avec un bon point, un mauvais point avant de passer au spoiler. Mauvais point, il y a une musique, un remix de Where Is My Mind qui est partout autour de ce film. Sauf que c'est un remix mélange d'orchestral et de, je sais pas, techno, dubstep ou un truc dans ce genre-là. Le remix est dégueulasse. Dégueulasse. À chaque fois qu'il arrivait dans le film, j'étais là en mode, ah, c'est quoi cette musique, c'est ignoble. Et le petit point positif que je dirais avant d'arriver du coup au spoiler, c'est la bande-annonce du film se concentre uniquement sur la première moitié. Genre vraiment les 30 premières minutes ou les premières 45 minutes, on va dire. Du coup, ça évite de trop spoiler les retournements de la fin, mais en même temps, ils sont tellement évidents qu'à mon sens, ça servait pas à grand chose. Et alors, putain, je suis en train de suer comme un porc avec cette perruque à la con. Donc maintenant, passons en section spoiler. Je lance le petit décompte, je vous laisse pouvoir cliquer si vous voulez avoir autre chose. Mais donc, dans cette thématique très Hitchcockienne du film, il y a une notion de personne accusée à tort. C'est un truc qui est très courant dans les films de Hitchcock, la personne accusée à tort. Du coup ici, l'explication c'est donc, comme vous l'aviez tous vu venir en voyant la bande-annonce, comme vous l'aviez vu venir en voyant la créature telle qu'on nous l'a montré dans la bande-annonce, etc. Évidemment, bah, c'est elle qui commet les meurtres. Pourquoi? Parce que du coup, elle a un ancien jumeau, je sais plus comment ça s'appelle, les jumeaux qui fusionnent pendant le développement du fœtus. Et donc c'était un jumeau maléfique avec des pouvoirs, etc. Et ils ont découpé le jumeau et ont enfoncé le reste dans sa boîte crânienne. Je trouve ça assez ouf. Elle a du coup cette créature au fond d'elle. Il y a un petit truc qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a une thématique dans le film des traumas passés et de comment est-ce qu'ils reviennent te hanter par la suite. La créature est libérée parce que donc elle a un mari violent qui lui a éclaté la tête contre le mur. En lui éclatant la tête, ça a du coup libéré la créature et du coup la créature maintenant peut à nouveau agir. Et elle s'est pas retrouvée avec ce mec par hasard, elle s'est retrouvée avec ce mec parce que elle a eu tout un tas de traumatismes dans son enfance qui la poursuivent, qu'elle a réprimé au fond d'elle et qui là du coup ressortent. Et c'est un thème qui est travaillé même au niveau des choix des décors. Par exemple, ils ont tourné le film à Seattle et apparemment, alors j'étais pas du tout au courant, Seattle aurait été construite un étage au-dessus de la ville originale de Seattle pour éviter les inondations. Du coup, t'as un peu la même idée qu'avec le personnage central, t'as l'idée qu'on a enfoui les mauvaises choses, le passé, en dessous de notre personnage actuel et de ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Donc t'as un petit sens comme ça au niveau de la mise en scène qui est assez intéressant, mais tu vois tout de suite venir cette histoire de jumeaux maléfiques et de trucs dans ce genre-là, quoi. C'est alors pendant un moment, tu te demandes si c'était un jumeau qui était en dehors d'elle ou si vraiment il était collé à elle. Mais quand on te parle au début de couper le cancer et de retirer le cancer du personnage, tu fais bon bah oui a priori il était collé sur elle et puis ils lui ont retiré, quoi. Je vois même pas où est le mystère dans le truc. Et même en dehors de ça, tout le design de la créature t'as trahi le truc immédiatement, quoi. Tu vois cette longue tignasse de cheveux noirs, justement, c'est pour ça que j'ai mis cette perruque qui est en train de me faire suer. Mais tu vois cette tignasse de cheveux noirs sur la créature démoniaque. Tu vois très bien que c'est elle, quoi. Et je trouvais que c'était bien fait parce que effectivement pendant la séquence de course-poursuite avec ce personnage, tu vois que ses membres sont à l'envers. Tu vois que et au début en fait ça donne un côté un peu démoniaque et mystérieux à cette créature, à cette entité. Tu vois que son corps se tient pas dans des positions normales. Tu vois qu'il y a un truc qui est un peu étrange. Mais avec les cheveux et même la forme du corps en général, tu te dis a priori, enfin. Tu vois venir que du coup c'est par rapport à elle, quoi, que c'est elle qui se retourne ou ou à la limite même son corps est un peu cassé ou un truc dans ce genre là, mais c'est à la fois intéressant de travailler ça comme ça dans le design de la créature parce que ça fait des mouvements qui sont assez étonnants, assez surprenants. Chaque mouvement que fait cette créature te surprend par dans quel angle est-ce que ses membres se mettent pour faire les différents mouvements. Tu supposes en plus que le cascadeur a dû faire tout un tas de choses à l'envers, courir à l'envers, ne pas voir où est-ce qu'il allait, etc. Donc ça devait être un énorme truc ultra compliqué à faire sur le tournage. Mais franchement, je trouve que ça vend le retournement, mais à 10 000 km. Ça, plus le générique qui te montre les fœtus qui se divisent et tout le bordel, et tout le travail sur les lettres en double qui se séparent dans les synthés, les textes, etc.
tu vois tout à fait où est-ce que ça va venir, du coup, ce truc-là. Donc, ouais, je trouvais que le retournement était un petit peu foireux, un peu pourri, un peu trop visible. C'est ironique d'ailleurs, parce que pour avoir le retournement, faut retourner le personnage, etc. Bon, bref, ça ne fera rire que moi, mais enfin, vraiment, je l'ai vu venir depuis la bande-annonce. Vous pouvez aller voir, du coup, ma réaction au trailer de Malignant. J'avais dit, dès que j'ai vu la forme des cheveux de la meuf, j'ai dit, bon, vous allez voir que c'est elle, du coup, qui tue les gens et qui s'en rend pas compte, quoi. Je pensais pas qu'il y aurait tout un truc mystique autour derrière, mais... Enfin voilà, c'était un peu prévisible quand même. Et puis j'ai trouvé que le design de la créature était un petit peu moche. Enfin, c'était assez grotesque quand tu le voyais comme ça, et quand tu vois vraiment la prothèse sur son dos, le plan qui révèle est sympa, mais tu vois vraiment le côté un peu prothèse, quand tu vois que le truc bouge un peu avec des petits câbles et des machins, tu vois que le visage bouge un peu, c'est toujours sur le même cercle, etc. Enfin, le même cercle, le même mouvement préprogrammé, je veux dire, de façon que ça se répète de façon cyclique. Et du coup, ouais, enfin, il y a pas un si excellent travail que ça, du coup, sur la prothèse. Je trouve pas ça extraordinaire. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas gardé le fait qu'elle soit enceinte au début. Je pense que ça aurait été plus effrayant si elle avait été enceinte pendant le reste du film, parce que ça leur aurait mis aussi en danger son bébé, du coup. Et ça aurait même pu expliquer pourquoi est-ce que le personnage se déplace à l'envers. Ça aurait pu être pour protéger, du coup, le ventre, etc. Enfin, je trouvais que c'était pas mal au début, que ça rajoutait un degré d'angoisse assez intéressant. Quand par la suite, ça a pas été présent, j'ai trouvé que c'était pas extraordinaire. Et puis la réplique assez ridicule de la sœur, c'est lui, il s'est nourri de tes bébés pour pouvoir revivre, etc. et tout bordel. Et genre, ça la trigger d'un seul coup, et c'est comme ça qu'elle gagne en puissance. J'ai trouvé que c'était un petit peu ridicule. Niveau ridicule d'ailleurs, on va pouvoir revenir un petit peu à l'écriture, mais toute la scène dans la prison avec les femmes, là, j'ai trouvé ça, enfin, que c'était ridicule aussi. C'est très cliché, et, pas très utile. Et j'adore quand elle est en train de parler à la sœur et que sa sœur lui dit Madison, et que la créature lui répond Madison n'est pas là. Et tu fais, ouais, ça va, tu fais déjà des références à Hitchcock, tu vas pas en plus nous foutre l'exorciste d'au-dessus, quoi. Faudrait se calmer un petit peu, puis en plus ça fait vraiment ridicule. Et alors dans le genre ridicule, j'adore la créature démoniaque avec son visage dégueulasse et tout le bordel, qui voit les trucs changer autour de lui et qui fait quoi? Que se passe-t-il? C'est pas crédible, quoi, pour une créature démoniaque. D'un seul coup, la créature qui est perdue, qui fait quoi? Mais que se passe-t-il? Elle aurait pu faire un gras ou un ah, ou juste étrange, quoi, mais le que se passe-t-il? Oh là là, c'est vraiment assez ringard comme truc. Et puis la petite réplique pour bien marteler au spectateur ce qui est en train de se passer, etc. avec la nana qui lui répond tu as oublié, nous partageons le même cerveau. Et c'est super kitsch, enfin c'est super étrange comme échange de répliques, quoi. Vraiment les dialogues sont vraiment très mal écrits. Et je dois dire que j'ai un petit peu de mal avec la conclusion de fin. Où la conclusion de fin c'est genre donc super happy ending, alors que je trouvais que c'était une bonne idée, que c'était assez cool d'aller jusqu'à qu'elle arrive, que la créature arrive vraiment à tuer la sœur et la mère biologique et tout. Je trouvais que c'était, je me suis dit, oh putain, ça va bien à fond, tu vois, c'est bien trash, etc. Et non, évidemment. Mais du coup, la fin, avec toute ma vie, j'ai cherché un lien de sang avec quelqu'un et je viens de me rendre compte qu'il était en face de moi depuis le début. Et je fais, elle a l'air vachement proche de sa sœur quand même, quoi. Je sais que la sœur a expliqué à un moment que son mari l'a séquestrée et l'a empêché de voir le reste de sa famille pendant 2-3 ans, mais c'est juste 2-3 ans, quoi. T'as l'impression qu'elles ont un lien, t'as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose entre elles, t'as jamais eu l'impression qu'elles étaient distantes, qu'elles se connaissent pas trop, qu'il y a un truc dans ce genre-là, donc tu vois pas où est cette question de ah j'ai enfin un lien de sang, etc. Je le vois pas, enfin je vois pas le problème dans ce truc-là, surtout que jusqu'à récemment elle se souvenait même pas qu'elle était adoptée, elle avait réprimé les souvenirs du coup au fond d'elle avec la créature, et du coup pourquoi est-ce que ce serait si lié, enfin ça peut être inconscient, du coup ça peut être dans son subconscient cette envie d'avoir une famille, un lien de sang, un truc dans ce genre-là, mais honnêtement j'ai pas eu l'impression que ce soit vraiment son dilemme ou son problème pendant tout le film, quoi. J'ai vraiment pas eu l'impression qu'il y a eu un souci avec sa famille, que ce soit sa sœur, sa mère quand elle va la voir, etc. Il y a toujours des liens qui sont très directs et qui marchent très bien, etc. Donc je sais pas, je trouve que la conclusion est un peu bizarrement foutue et sort un peu de nulle part, quoi. Bref, en ce qui me concerne, c'est un gadin pour James Wan. C'est vraiment pas son meilleur film. Il a fait des choses bien plus sympathiques, même si elles allaient vraiment frôler dans le kitsch très régulièrement, notamment autour des designs des fantômes et tout dans ce genre-là, comme j'en ai parlé plus tôt. Il y avait au moins des dialogues intéressants, il y avait au moins des personnages qui étaient bien développés. Là, je trouve que les personnages, ils sont assez superficiels finalement. Ils sont un peu développés par ce qui sert au scénario, mais pour le reste, il y a pas grand-chose derrière. Les dialogues vraiment sont super mauvais, mais vraiment très mauvais. Le mystère est inexistant, enfin je vous dis, pour moi c'est évident dès les premières secondes du film quel va être le retournement du truc. Je trouve vraiment que c'est pas son meilleur film, c'est même une bonne plantade à ce niveau-là, et l'hommage à Hitchcock n'y changera rien, c'est pas extraordinaire. Il a beau essayer de reprendre ses thèmes, ses plans de caméra, etc., franchement c'est pas ouf. Donc voilà, en ce qui me concerne, je n'ai pas du tout, c'était pas monstrueux à regarder, c'était pas désagréable, quoi, mais c'était pas ouf non plus, et je pense que je vais très vite oublier ce film. Donc ouais, en ce qui me concerne, c'était pas une très bonne expérience, et je ne conseillerais pas vraiment aux gens d'aller voir Malignant. C'est pas un très bon film. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!